Elle est inapte, a hurlé ma mère devant le tribunal de Paris. Je suis restée muette, les yeux fixés sur une éraflure dans le bois patiné du banc des accusés. La juge s'est penchée en avant et a lancé d'une voix ferme à son avocat. « Savez-vous vraiment qui vous attaquait ?» Son visage s'est décomposé, tandis que celui de ma mère virait aux cendres sous son chignon impeccable. L'air du palais de justice de l'île de la Cité saturait d'une odeur de vieux parchemin, de cire d'abeille et de cette tension feutrée propre aux après-midi d'été orageux à Paris, où l'humidité de la Seine colle à la peau comme un reproche. Dehors, les nuages noirs s'amoncelaient au-dessus de Notre-Dame, mais à l'intérieur de la salle au plafond voûté, l'atmosphère était glaciale, aseptisée par les lambris sombres et les murmures étouffés des greffiers. J'avais 35 ans, et selon Élodie, la femme qui m'avait mise au monde, je n'étais plus capable de gérer ma vie, mon compte en banque ou l'héritage de ma grand-mère. Élodie n'avait pas l'air d'une vipère, elle ressemblait à une bourgeoise en deuil, impeccable dans un tailleur Chanel anthracite, foulard Hermès noué avec une précision chirurgicale, exsudant l'élégance discrète des quartiers chics du 16e arrondissement. Quand elle a crié « inapte », l'écho a ricoché sous les fresques Renaissance, traversant les rangées de chaises en velours usé où une poignée de curieux siégeaient, téléphone éteint par respect pour la solennité des lieux. J'ai senti tous les regards converger vers moi, lourds comme la pluie imminente sur les boulevards. Mais je n'ai pas bronché. Pas un sillement. Dans mon métier d'auditrice senior pour des géants de l'assurance comme AXA ou Allianz, j'évalue les risques comme on dissèque un bilan comptable, froidement, méthodiquement. Le tribunal n'était pas un théâtre de drame, mais un champ de données à analyser. Notre mantra ? Plus le vacarme est fort, plus le fond est faible. Élodie produisait un ouragan de bruit. Elle dévidait mon passé avec une voix tremblante calculée, brodant un tableau d'instabilité, crise d'angoisse adolescente, thérapie au CMP de Passy, incapacité à porter l'héritage familial. Elle exhuma des spectres d'il y a 20 ans, l'année où mon père nous avait quittés pour une jeunette de province, remplacée par Élodie par des virées dans les brasseries de Saint-Germain et un certain Philippe, promoteur immobilier aux mains baladeuses, qui voyait notre lignée comme un actif à monétiser. Cette gamine de 15 ans que j'étais ? Brisée, oui. Noyée dans le chaos d'un divorce qui puait le scandale tabloïd. Je revoyais les consultations psy au fond du jardin du Luxembourg, les larmes étouffées sous un plaid en cachemire, les dossiers qu'Élodie conservait comme des cartouches dans un coffre-fort de la Banque de France. Elle ne brodait pas, elle wéaponisait les plaies d'une ado qui avait osé réclamer sa mère. Elle occulta 20 ans de résilience, mon ascension chez les Big Four, pour ne laisser qu'une ombre fragile. La juge Lambert, une figure légendaire du pôle successoral, trônait impassible derrière son pupitre massif, son regard perçant comme un scalpel forgé dans des décennies de mensonges percés à jour. Elle laissa Élodie s'épancher, et je sus pourquoi, le silence est une armure. Dans l'audit de risque, celui qui parle trop creuse sa propre tombe. Élodie crut mon mutisme capitulation, un blanc-seing face à son arsenal. Elle ignorait que c'était une surveillance high-tech. Hypervigilante depuis l'enfance, forgée par des explosions émotionnelles traitées comme des dettes toxiques, j'avais appris à cataloguer le monde en chiffres. Ma grand-mère Marguerite m'avait sauvée, quand Élodie me rangea dans un tiroir comme une facture impayée. Pas de câlin mièvre, elle me tendait un registre. Les hommes mentent, les balances non, disait-elle en sirotant son thé d'argéling dans le salon lambrissé de notre hôtel particulier du Marais. Elle m'apprit à équilibrer un grand livre avant de savoir voter. Et surtout, à flairer une écriture truquée. Tandis qu'Élodie se rasseyait, lissant son tailleur d'un geste victorieux, son avocat hocha la tête avec suffisance. Il pensait m'avoir coincé avec ses vieux papiers jaunis d'une ado en miettes, face à la pro des risques CAC 40 que j'étais devenue. La juge Lambert ajusta ses lunettes à monture fine, fixa l'avocat et lâcha la bombe. « Maître, avez-vous la moindre idée de qui vous traquez aujourd'hui ?» L'homme cligna des yeux, sa cravate en soie se crispant. « Une auditrice, madame la juge ? Elle bosse en local. » Un sourire fugace effleura mes lèvres, vite réprimé. La juge pivota vers moi, puis vers Élodie dont le fond de teint Dior pâlissait. Cette lueur dans ses yeux ? La première lézarde. Élodie croyait disputer un bout de château en Provence et ma santé mentale. Elle ignorait que c'était son propre bilan qui passait à la moulinette. Et en auditrice chevronnée, je savais ce qu'on fait au compte en déficit,
on les radie. Le château de Bellevue en Provence, vestige d'une noblesse provinciale oubliée, dressait ses tours ocre au bout d'une allée de cyprès centenaires, bordée de lavandes sauvages qui embaumaient l'air sec doux. Dehors, la grille forgée aux armes familiales grinçait sous le Mistral, symbole d'un legs qu'Élodie et Philippe convoitaient comme un trophée immobilier. Mais 2 ans durant, j'y avais veillé, et la vraie saga n'était pas dans les pierres calcaires, mais dans l'odeur persistante de lavande séchée et le tic-tac solennel d'une pendule comtoise comptant les ultimes souffles de Marguerite. Je n'étais pas qu'une main compatissante au chevet, j'auditais les factures pharmaceutiques de la pharmacie d'Aix, orchestrais les gardes malades du CHU local et veillais à ce que les tuiles romanes ne s'effritent pas sous les pluies rares mais violentes. Élodie et Philippe ne surgissaient qu'aux heures dorées, parfumés aux cris d'Aventus et aux rosées de cassis, posant pour des selfies Instagram devant la fontaine Renaissance, avant de filer vers leur dîner au Petit Nice à Marseille. Eux voyaient un actif spéculatif, moi, une femme qui m'avait tout légué quand ma mère m'avait relégué au rang d'investissement raté. 6 mois avant l'agonie, l'anomalie surgit. Assise au bureau en noyer provençal, feuilletant les relevés de la fiducie notariale d'Avignon, les chiffres dérapèrent. Mon pouls ne s'emballa pas, il ralentit, comme face à un risque systémique chez un client du SBF 120. Une cascade de retraits irréguliers, masqués en « réparation toiture » ou « soins palliatifs ». Philippe, promoteur aux dettes de poker en ligne et faillite masquée, avait foré un trou. Il avait siphonné 98 500 € de la fiducie de Marguerite, par petites touches espacées, mimant des dépenses courantes. Mais j'avais traqué la fraude pour PwC, les voleurs récidives, surtout les asphyxiés financiers comme lui. Ces fonds, engouffrés dans des casinos offshore de Monaco et pour juguler des huissiers sur ses Mercedes et son agence de Cannes. Philippe orchestrerait un réseau de 2,1 millions d'euros blanchis via des SCI bidons, gelés dans des paradis fiscaux chypriotes. Riche virtuellement, mais criblé de créances immédiates, il paniquait, 98 500 € cash pour sauver ses bolides et son bureau Vumer. Erreur de débutant, paniqué, traçable comme un virement c'est pas mal ficelé. Conséquence fatale, la fiducie vidée. L'avis de taxe foncière pour le château 85 000 € annuel tomba comme un coup près, sans un sou. Pas d'avertissement poli, huissier en vue, saisie imminente. Philippe raflait les fonds taxes depuis 3 ans, planquant le courrier provençal sous des piles de factures falsifiées, intérêts composés grimpant comme le mercure en canicule. Le domaine, joyau familial depuis le XVIIe, frôlait l'encan judiciaire. Je n'ai pas hurlé sur Élodie. J'ai traité le duo comme une créance pourrie à restructurer. J'ai puisé 98 500 € dans mon épargne salariée, versée sur le compte succession pour apurer. J'ai sauvé le château, non pour eux, mais pour placer la dette à mon actif. Ils se voyaient prédateurs, moi la fille effacée qui règle les comptes EDF. Ignorant qu'en couvrant leur larcin de mes deniers, j'avais acquis le levier de leur ruine. Élodie maîtrisait le storytelling corporate avec une férocité de requin. Elle n'avait pas besoin de gagner le procès pour m'achever, juste semer le doute viral. Sa lettre anonyme à mon cabinet du CAC 40 ? Une « alerte bienveillante » sur mon instabilité, jointe copie notariée de la demande de tutelle, peignant une passif ambulant pour des portefeuilles milliards. En finance Istex, passif égale poison. La salle de conf à la Défense était un igloo. Ma boss, mentor de 7 ans, évitait mon regard, débitant le jargon RH aseptisé, suspension préventive. Pas de licenciement, mais quarantaine, 0 nouveau dossier, accès VPN coupé, expertise gelée. 5 ans de tour. J'aurais Guibéry à bâtir une réputation ? Effacée par un poison maternel. Puis Thomas, mon compagnon récent, s'effrita à notre table bistrot du Marais. Visage compassé, café au lait intact. Élodie l'avait gavé de venin, mon déclin, le scandale tutelle. Pas juste peur, il fuyait une relation trop intense via sa porte de sortie. Camille, peut-être qu'elle a raison sur le stress. Une éval psy, ça prouve rien de fou. Juste qu'elle exagère, murmura-t-il, évitant mes yeux noisettes. Il me tendait le couteau pour trancher notre lien, par faiblesse. Pas de larmes, juste un bilan, passif à solder. Élodie régnait sur les réseaux comme une influenceuse repentie, postant des vues crépusculaires du château, lavande violette sous un ciel provençal flamboyant, légendé de larmes codées sur « une fille égarée dans la brume mentale ». Elle récoltait likes compatissants,
transmutant sa rapine en plaide pro-santé mentale, commentaires fusants, courage à la maman sacrifiée, vs, fille ingrate. Parisienne jusqu'à la moelle, elle wéaponisait Instagram comme un communiqué de presse LVMH. Ma mise en quarantaine pro ? Pas sanction, mais déclencheur. Pendant qu'Élodie jouait la sainte nitouche, je replongeais en mode auditrice. Pas une once de rage, juste un scan exhaustif des pièces déposées pour la tutelle. D'abord, la procuration, verrou de la fiducie. Impeccable en surface, mais le sceau notarial ? Numéro suspect. 4 heures de plongée dans les bases INPI et archives notariales d'Aix-en-Provence. Le notaire estampillé était mort d'un AVC 3 ans plus tôt. Faux en écriture authentique, chef d'accusation en or massif. Un mensonge porte souvent une cathédrale de supercherie. J'ai creusé les primes assurance 2 mois pré-mortem de Marguerite. Élodie jurait un trépas paisible, tisane au thym et visite du curé de Lourmarin. Mais sous-virement fantôme, prime pour une assurance vie XXL. Exploitant téléconsultation Covid, elle avait falsifié signature numérique sur certificat médical bidon clamant, santé florissante. Pari crapuleux sur une aïeule à peine capable de lever une tasse de verveine. Souscrite 8 semaines avant l'extinction, prime astronomique, positionnée pour rafler le pactole sanguinaire. Élodie et Philippe ? Pas vulgaire pickpocket, mais charognard comptant les râles comme un ticker boursier sur Euronext. Pas d'appel au commissariat central de Marseille. J'ajoutais preuve assurance et Somore à un dossier chiffré, dossier contre-attaque. Pas hasardeux, j'y greffais Excel crypté livré à la brigade financière de Nanterre, liant le larcin de Philippe à un réseau blanchiment via Casino niçois et SCI occulte. Le silence courroux de la salle d'audience explosa enfin. Juge Lambert toisa l'avocat d'Élodie. Maître, avant d'avancer, une question. Avez-vous idée de qui vous visez ? Maître Lefebvre redressa sa cravate sur mesure. Une auditrice freelance, madame ? Elle ne scia pas, non, maître. Camille est senior risque consultant pour Conglomérat Assurance Globaux. Ce tribunal l'a mandaté 3 fois pour auditer fraude successorale à Lyon et Marseille. On la sollicite quand des profils comme votre cliente tentent de noyer le poisson. L'oxygène fuit la pièce comme un métro bondé à Bastille. Bouche d'Élodie béante, muette. La mère qui m'avait taxé de folle fixait l'expert qui disséquait les charognards pour vivre. Je me levai, geste précis comme un pivot de bilan. Madame la juge, pendant qu'Élodie montait son opéra sur ma folie, j'auditais la sienne. Dossier soumis au greffier, projeté sur écran plasma, traçabilité 2,1 millions d'euros détournement Philippe sur 3 départements. Pause théâtrale. Les 98 500 € piqués à Marguerite ? L'apéritif. Clique sur slide suivante, l'assurance vie secrète d'Élodie sur sa mère, 8 semaines avant le décès. Élodie étouffa un râle étranglé. Pas litige notarié, crime scène, autopsié par mes soins. Le vent tourna net. Teint Élodie passa grisaille Mistral, sa façade bourgeoise provençale craquelait, révélant l'arnaqueuse acculée. Plus de braillements sur ma santé, que les chiffres, implacables. La juge Lambert n'eut pas à marteler. Elle glissa un œil au greffier, puis aux 2 officiers PJ discrets au fond, près des portraits républicains. Sur ces preuves, la tutelle est non avenue, voire malveillante. Rejet avec préjudice. Dossier exploitation financière, faux et fraude systémique transmis parquet pour poursuite pénale. Maître, votre cliente n'est plus plaignante, suspecte en enquête multijuridictionnelle. Philippe, blême au premier rang, fut exfiltré menotte discrète. Élodie pétrifiée, sa vie de salon parisien, bâtie sur dette masquée et bonté de Marguerite, implosait. Son pouvoir ? Maquillage coûteux lessivé par la vérité brute. Elle prit mon silence pour faiblesse, mon endurance pour crédit illimité. Grave erreur. Philippe fut conduit manu militari hors de la salle, son costume slim Armani froissé par les menottes chromées des gendarmes PJ, regard fuyant vers les vitraux filtrant une lumière laiteuse sur la scène. Élodie, figée sur son banc, assistait à l'effondrement de son empire de carton-pâte, hôtel particulier loué à prix d'or, viré en yacht à Saint-Tropez financé par les siphonnages de Marguerite. La bourgeoise du 16e, habituée au dîner chez l'ami Louis, goûtait enfin la réalité d'un compte à sec saisie imminente, compte gelé par Tracfin.
Les semaines suivantes furent un tourbillon judiciaire provençal. Élodie écopa de 5 ans ferme pour faux en écriture publique, abus de confiance et escroquerie aggravée, sa peine alourdie par la préméditation sur une personne vulnérable. Philippe trébucha sur 9 ans pour détournement massif, blanchiment via CSCI fantôme et addiction aux salles de jeu de la Côte d'Azur, ses dettes de 1,2 million d'euros exposées comme un bilan en faillite au tribunal de Marseille. L'assurance vie ? Annulée par ordonnance, 2,1 millions d'euros gelés pour restitution à la succession, plus intérêt punitif. Je n'attendis pas les fourgons cellulaires. Direction Provence, où le Mistral balayait les secrets du château. Vendu aux enchères à un collectionneur lyonnais pour 4,2 millions d'euros pierre après pierre, la vente comprise, les fonds libérés, mais 98 500 euros récupérés, surplus pour une fondation Marguerite, bouclier anti-exploitation senior en PACA. Inaugurée dans une bastide rénovée près d'Avignon, elle finance audit pro bono pour aînés floués, partenariat avec notaires d'Aix et associations antifraude. Élodie, depuis Fresnes, m'écrivit une lettre tremblante. Camille, j'ai cru te protéger en te contrôlant. Pardonne ta mère égarée par l'ambition. Philippe, via avocat, balbutia regret pour ses erreurs de jugement. Pas de pitié théâtrale, juste une visite protocolaire au parloir, où je posais mes conditions. Restitution totale, silence éternel sur mon passé. Leur regard brisé ? Catharsis pour l'ado autrefois effacé. Thomas revint, penaud, un bouquet de roses de Damas du marché d'Aix à la main. J'ai été lâche, Camille. Laisse-moi réparer. On se donna une seconde chance, dîners intimes sous les platanes de Lourmarin, son parfum boisé mêlé au mien, effleurant la soie de ma robe d'été fluide, dans l'intimité sensuelle d'un crépuscule provençal regard complice, main qui s'attarde, renaissance tactile sans excès. Mon job ? Boosté par le buzz judiciaire anonyme, promotion chez les Big Four, conférence sur risques familiaux à la Chambre de commerce de Marseille. Paris bruissait de mon anonymat triomphant, l'auditrice qui avait inversé la garde-point des retours dans mon appartement haussmannien du 7e, vue sur les Invalides embrumés par un automne doux, je sirotais un Côte-du-Rhône en contemplant le parcours. Le château vendu, la Fondation Marguerite Bourdonnais, audit gratuit pour 150 seniors provençaux l'an passé, partenariat avec la Chambre des notaires d'Avignon, conférence TEDx Marseille sur « Risques cachés en famille ». Thomas, désormais mon pilier, cuisinait un cassoulet en mijoté, son col ouvert révélant une peau hâlée de nos escapades en Luberon, effluves épicés mêlés à son aftershave musqué intimité feutrée, caresse légère sur soie fluide au clair de lune, renaissance sensuelle dans la chaleur parisienne. Élodie, libérée sous bracelet après 18 mois pour bonne conduite, frappa à ma porte un soir pluvieux de novembre. Cheveux grisonnants lâchés, tailleur froissé d'ex-Fresnes, yeux rougis, Camille, j'ai tout perdu, Philippe divorcé, amis évanouis, mon reflet brisé. Apprends-moi à réparer. Pas de hurlements, un thé fumant au salon, dossier de la fondation étalé. Maman, les chiffres ne pardonnent pas, mais l'action oui. Travaille pour la fondation, sensibilise les bourgeoises comme toi aux pièges successoraux. Elle accepta, voix chevrotante, premier pas vers Rédemption Atelier à Aix, son témoignage anonyme touchant des veuves esselées. Philippe, relégué à des jobs subalternes à Cannes, remboursements échelonnés jusqu'en 2030. Notre lien ? Courtois, distant, Noël protocolaire au château restauré en gîte solidaire, rire forcé sur tartiflette, mais cicatrices visibles. La famille renaissait, bancal mais vrai, dîner dominicaux au Marais, Élodie apprenant Excel pour audit bénévole, Thomas taquinant ses erreurs passées, d'un clin d'œil complice. Certains hurlent pour réécrire la réalité, croyant volume vainqueur. Faux, la justice préfère les grands livres au micro. Si vous affrontez un clan familial toxique, rappelez-vous, silence égale à tout. C'est votre observatoire pour facts, chèques, erreurs ennemies. Avouez, compliqué, voyant l'invisible, patience. La vérité pulse à son rythme, inaltérable. Vous n'êtes pas seul, votre force excède leur bruit. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies de revanche silencieuse. La suivante vous attendra, encore plus choc.